Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de conversation autour de l'IA. Ici, on approfondit le rôle de l'IA dans les métiers en allant au-delà du prompt et de la hype. Notre objectif, c'est de mieux accompagner les entreprises dans leur adoption de cet outil. Alors moi, je suis Elodie, spécialiste en création d'expériences utilisateurs et de contenu sur les plateformes digitales. Et je suis aussi journaliste. Et avec moi, il y a Amine. Bonjour Elodie. Moi, je fais de la R&D en IA depuis 15 ans, avec quand même un focus business et entrepreneurial, parce que j'ai une première start-up dans l'industrie 4.0. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans l'adoption concrète de l'IA et on essaye d'aller au-delà des effets de mode et de rendre ça le plus concret possible. Voilà, vaste programme. Et aujourd'hui, on va parler du grand écart entre les discours très optimistes sur les bénéfices de l'IA dans les entreprises, dans le monde du travail, souvent relayés dans les études corporate, et donc un grand écart avec ce qu'on observe réellement sur le terrain, en tout cas de ce que nous, on a observé et ce qu'on a pu écouter. On va voir du côté aussi des signaux faibles qui, si on les entend bien, nous rappellent à la réalité. Donc, Amine, je vois que tu as identifié pas mal d'études et de rapports sur l'IA en entreprise, que j'ai lus moi aussi. Alors, ces rapports, ils se multiplient. Ils sont souvent, voire très souvent, très optimistes. Et je vois que ces études parlent de manière quasi systématique de gains de productivité, de temps gagné, d'innovation accélérée, etc. Donc moi, ça m'interpelle, hein, et je voulais savoir ce que toi, tu en pensais. Est-ce que tu as vu le même optimisme et qu'est-ce que tu en penses? Concrètement, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est quand même que l'adoption reste très superficielle de l'IA. C'est-à-dire qu'on reste sur un usage de ChatGPT ouvert où on écrit 3 prompts qu'on a copié-collé depuis LinkedIn. Très souvent, les cas d'usage, c'est de la rédaction de mails, c'est de la génération de documentation, c'est des résumés. L'apport en termes de productivité reste très discutable, parce qu'on va gagner peut-être 2-3 minutes par-ci, 2-3 minutes par-là, mais à la fin de la journée, il y a quand même un écart, un très grand écart entre les premières promesses de l'IA qui va révolutionner le monde, voire remplacer les gens sur des tâches complexes, et l'usage que les gens font de l'IA au quotidien. On le sait parce qu'on travaille sur le terrain, donc près de différentes entreprises et services, pour étudier et les accompagner dans la manière dont ils vont utiliser l'IA, dans les process métiers, comment les équipes adoptent l'outil. Bon, ma société Nelcom, par exemple, avec le lab Acovia, travaille sur différents cas d'usage. Euh, il y a notamment le cas de réclamation aux clients et du traitement de ces réclamations plutôt par les équipes, comment elles peuvent être aidées par l'IA pour le faire, comment l'IA peut les aider dans les réponses à apporter, etc. Et quel impact finalement ça a sur le business. Il y a aussi chez Nelcom l'impact de l'IA sur la création de contenu pour les plateformes digitales que l'on conçoit. Et de ton côté, Amine, en tant qu'expert scientifique, tu as aussi creusé des sources qu'on ne creuse pas d'habitude pour écouter ce qui se dit en ligne sur cette adoption de l'IA, écouter ça sur des canaux comme les forums, comme Reddit. Bon, il y a LinkedIn aussi, mais LinkedIn, c'est devenu vraiment extrêmement lisse et à mon sens, c'est de plus en plus compliqué de trouver des retours à forte valeur ajoutée sur LinkedIn. Ça reste vraiment très, très lisse. Mais donc, toi, tu entends les signaux faibles aussi qui sont très intéressants sur les canaux qu'on a cités précédemment. En tant qu'expert technique, je suis obligé de faire de la veille. Bien évidemment, ça ne se fait pas du tout sur LinkedIn. Comme tu le disais, LinkedIn, c'est vraiment... on a vu quand même un gap depuis l'arrivée des IA. Il y a une amélioration sur la forme et il y a une perte de qualité, de personnalité sur le fond. Tous les posts se ressemblent beaucoup et parlent plus ou moins des Oui. mêmes choses. Moi, j'ai l'impression de voir à chaque fois repasser les 3-4 mêmes posts. C'est juste que c'est un peu tourné différemment. Donc, pour la veille technique, on va plutôt sur des réseaux sociaux où il y a des populations techniques. Donc, c'est beaucoup Twitter, Reddit, Hacker News, euh, encore Stack Overflow de temps en temps pour voir le type de problématiques qui se posent. Sur GitHub aussi, un peu les nouveaux projets. Et c'est vrai que, on voit que c'est quand même deux populations différentes et que c'est pas du tout les mêmes signaux qui ressortent.
Notamment là où c'est intéressant, c'est au niveau des discussions. Parce Oui. on a des gens qui pratiquent, donc des gens qui testent, des gens qui essayent de mettre en place des choses. Et ces gens-là, on voit les questions qu'ils posent. Ils disent comment je fais ça, je suis bloqué, j'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette promesse? Est-ce que c'est que de la hype marketing ou est-ce que vraiment je peux espérer faire des choses avec? Voilà, donc il y a un certain nombre de questions. Au-delà de ça, si on veut vraiment aussi creuser les aspects techniques, on peut aller lire directement les articles scientifiques à la source. Et alors là, la petite astuce, c'est que c'est pas tant l'article qui est intéressant que l'introduction sur les problématiques auxquelles les articles répondent. Parce que les articles scientifiques subissent un peu le même travers que les autres publications, c'est-à-dire que ils vont être écrits pour mettre en valeur leur travail, donc ils vont annoncer des résultats incroyables. Mais en vrai, quand on lit plusieurs articles sur le même sujet, qu'on lit l'intro, on se rend compte que c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. C'est là où on va identifier les vrais verrous sur les aspects plus, on va dire, structurels de l'IA. Donc, ouais. Intéressant, parce que du coup, ces verrous, est-ce qu'on peut, les freins particuliers qu'on peut observer et que tu as pu observer, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Est-ce que tu souhaiterais en citer quelques-uns là? Parce que moi, il y en a Oui, plein qui me viennent en tête, mais ouais. Alors déjà, moi, je vais faire une distinction entre les verrous qui sont propres à l'IA et les verrous qui sont extérieurs à l'IA, mais qui sont de vrais freins au développement de l'IA et dans l'appropriation de l'IA. Et on va voir dans ce qu'on va vous présenter au fur et à mesure de cette discussion, on va voir quand même des choses ressortir qui sont des vraies plaintes qui reviennent systématiquement. Alors, je ne vais pas rentrer sur la partie est-ce que l'IA c'est intelligent, c'est pas intelligent, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que l'IA est vraiment très performante aujourd'hui pour faire un certain nombre de choses et ça fait même un moment qu'elle l'est. Et malgré ça, on constate des usages qui restent très inférieurs au vrai potentiel de l'IA. Donc, il y a des sujets sur l'intégration, qui est vraiment le cœur pour moi de l'affaire. C'est le fameux, quand j'ouvre ma session de ChatGPT, je dois faire des copier-coller, je dois manipuler des fichiers, je dois ensuite sélectionner des bouts, refaire des copier-coller, etc. Le deuxième verrou, c'est la gestion du contexte. Parce que les IA n'ont pas une mémoire infinie, elles voient un bloc maximal d'informations qu'elles doivent traiter. Et dès qu'on commence à rentrer dans des tâches complexes, le contexte il est vite saturé. Et à la fin, que ce soit pour des agents ou pour sa session interactive, il faut ouvrir une nouvelle session, il faut nettoyer. Et là, on commence à avoir on va appeler des pertes de mémoire, des dérives, etc. Et puis le troisième verrou qui persiste et qui s'est même intensifié avec les modèles qui résonnent, c'est tout ce qui est hallucination, qui sont devenues même moins évidentes et plus sournoises. Parce que quand on traite ah, des sujets complexes, ouais, c'est un gros sujet. Parce qu'avant, les hallucinations, c'était assez évident. oui, oui, Par il exemple, disait n'importe quoi, tu le voyais tout voilà, de suite, quoi. voilà, tu demandes une recherche, et il te fait par exemple des références, tu vas vérifier si ça existe ou si ça n'existe pas. Quand on commence à travailler sur des usages plus complexes où vraiment on manipule beaucoup d'éléments de contexte, ça va être des petits glissements, il va injecter un mauvais chiffre par-ci, il va enjoliver quelque chose par-là. Pour donner un exemple concret, à un moment, je m'étais amusé à faire la synthèse de mes expériences professionnelles. Donc moi, j'ai repris mes anciens CV, je me suis amusé à copier-coller des bouts de restitution de projet et j'ai demandé à différentes IA, parce que je teste toujours systématiquement différentes IA, de me faire des synthèses. Et ça avait quand même tendance à m'inventer des projets que j'avais pas fait, ou alors sur les projets que j'avais fait, à m'inventer des ROI que je n'avais jamais écrit nulle part. Mais c'est vraiment, faut vraiment prendre le temps de tout lire parce que c'est une petite phrase perdue au milieu de nulle part. Et donc, dans mes prompts aujourd'hui, de plus en plus, je dis vérifie bien que toutes les informations sont bien présentes. Je fais maintenant systématiquement des tests de cohérence par rapport à ce qui est généré. Et d'ailleurs, on va avoir la question, parce que là ce qu'on va faire, parce que là, on parle de ressenti, là, je vous parle de moi, ce que je vois, toi, tu expliques un peu aussi ton expérience, mais Oui. nous, on a envie aussi de rendre ça un peu plus concret, toutes ces discussions sur les limites de l'IA. Donc, on a travaillé sur un outil. Alors, initialement, ça venait d'une initiative du consultant augmenté qu'on avait lancé à Covia il y a un an.
Oui. parce que le potentiel pour moi de l'IA, c'est vraiment le traitement en masse de données non structurées. Et puis c'est là où on a commencé à travailler sur l'analyse des réclamations clients ensemble, où on voit aussi que c'est très intéressant parce que ça fait ressortir aussi des problématiques opérationnelles Exactement. et des frustrations clients sur lesquelles on peut travailler. Et là, en fait, on s'est dit, bah, faisons l'exercice sur de la masse de données, justement sur différentes sources. Donc, comparant à la fois les rapports corporate qui disent et les discussions qu'on a sur Internet, donc en reprenant moi mes sources techniques et les discussions que je regarde. Ce qu'on vous propose dans cette revue aujourd'hui, c'est un peu une démonstration à la fois du type d'analyse qu'on peut faire avec l'IA, et puis voir aussi ce qui est vraiment analysé, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi aux résultats, hein, et le fond et la forme. Donc là, c'est une démarche, donc ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. C'est de l'analyse en masse qui peut être utilisée donc à la fois pour ces fameuses réclamations clients, ça peut être utilisé dans des KRH pour de l'analyse de compétences, etc., etc. Le postulat de départ, c'est en fait, il faut construire un workflow bien propre de traitement des sources. On travaille au niveau de chaque source. Ensuite, on va regrouper les sources en suivant différentes dimensions, donc sémantique, syntaxique, mots-clés, entités. Et à partir de là, en fait, on a une espèce d'entonnoir qui va nous permettre de faire ressortir différentes facettes de l'analyse. Et là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de comparer un peu trois axes. Il y a l'axe rapport corporate, il y a l'axe nos propres réalités de terrain. Donc nous, on a partagé dans des différents rapports ce que nous, on a vu sur le terrain, donc toi et moi. Et ensuite, il y a vraiment ce qui ressort des discussions Internet. Là, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA générative pour construire une restitution de rapport. Alors là, pour le moment, c'est une restitution qui est statique, mais c'est aussi une réflexion sur l'impact de l'IA sur tout ce qui est interaction avec l'information. Moi, je pense personnellement qu'il va y avoir de plus en plus d'interaction, d'interactivité. Il va certainement y avoir un revival de tout ce qui est data viz, parce que ça, quelque chose. Je n'ai pas encore vu ça beaucoup revenir, mais pourtant, il y a un potentiel incroyable parce que l'IA est capable justement de rédiger certains codes à la volée de façon relativement, on va dire, propre et structurée. Donc là, c'est aussi un test sur comment est-ce qu'on restitue ces informations-là. Mhm. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a des chiffres qui sont annoncés. Voilà ce que je vois là, il y en a un Ouais. qui me saute aux yeux de manière drastique, hein, les 90% d'adoption, c'est énorme quand même. Ouais, c'est énorme, mais là c'est très large, hein, ça va vraiment inclure, je pense, les outils de pure complexion, c'est-à-dire de l'autocomplétion de code, vraiment à la GitHub Copilot, c'est-à-dire je suis en train d'écrire du code et il me propose le mot d'après, à vraiment tout ce qui est assistant agentique, où là c'est l'IA toute seule qui va rédiger des bouts de code complets, donc c'est pris au sens très très large. Je pense même que dedans ça inclut des gens qui continuent d'écrire à la main, mais qui vont aller poser des questions à ChatGPT. Donc si on regarde vraiment sur une surface très large, moi ce chiffre-là ne me choque pas. Ce que je voulais dire juste, c'est que normalement la bonne pratique, c'est de vérifier quand même que les chiffres ne sont pas hallucinés, qui correspondent à une Oui. réalité. Là, en l'occurrence, je les affiche telles quelles, mais la vérification n'a pas été faite. Et donc ça prend du temps. Voilà, c'est une des choses qui peut prendre du temps. Et d'ailleurs, dans le rapport, on va le voir, hein, ça ressort à un moment, il y a une surcharge cognitive qui vient s'ajouter quand on utilise de l'IA et qu'on intègre de plus en plus sur des projets complexes. Ben, c'est tout le travail de vérification, de nettoyage du contexte, de s'assurer que ça reste bien dans le périmètre, etc. Ça rajoute quand même du travail. Donc c'est un net négatif à enlever, hein, sur tous les discours de productivité. Si on parle du développement, par exemple, moi j'ai vu passer pas mal d'annonces du type l'IA rédige 90% du code en prod. Voilà, j'ai des phrases de ce genre, j'en ai vu passer quelques-unes. Moi, je vais aller plus loin. Moi, aujourd'hui, donc ça fait plus d'un an que je teste vraiment l'IA en développement de façon assez poussée. L'IA rédige 200 à 300% du code. Oui, donc pourquoi 200 à 300% du code? Parce qu'en fait, elle en rédige largement plus que ce dont j'ai besoin. Et moi, je me retrouve à devoir faire le tri, à nettoyer, voilà, et à couper, et à dire non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Donc voilà, les chiffres suivant comment on les présente, on peut voilà, exagérer un peu la réalité. Donc si j'allais jusque là, je dirais que elle rédige pas à 100%, parce qu'en vrai,
d'un point de vue effectif, j'utilise pas 100% du code généré par le code. Par contre, je dois gérer les 300 ou 400% de code À trier à trier, voilà. voilà. Et tout ça, c'est du travail, c'est du travail en plus. Donc on a, voilà, on retrouve des choses assez classiques, hein, parce que c'est assez lisse, pareil, c'est trucs corporate. En général, quand on suit un peu l'info, on n'apprend pas grand-chose. Bien évidemment, on a plutôt des thématiques générales, productivité, automatisation. Ça peut vouloir dire tout et rien. Ça peut vouloir dire juste j'ai trié automatiquement un email j'ai automatisé toute ma chaîne de génération de contenu. Créativité, en général, c'est juste rédiger plein d'articles qui viennent polluer notre LinkedIn. Oh, oui. Voilà, ou générer des images. Et après, sur le support client, c'est là où... Alors pareil, du coup, nous, on a testé des choses qui sont utiles, mais moi, ma recommandation reste de ne pas mettre l'IA directement en contact du support client, sauf dans des cas de FAQ déguisés en chatbot. Là, on a de l'IA qui est directement en contact du client, mais sinon, sur des tâches un peu plus avancées, comme le tri des dossiers, la recherche d'informations par rapport aux dossiers, c'est plutôt en back-office qu'on va vouloir mettre de l'IA pour faciliter le travail. La génération de code, bien évidemment, c'est le gros thème qui revient systématiquement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des discussions sur la formation. Alors, c'est un axe qui peut être intéressant à creuser parce que on a des entreprises, par exemple, je ne sais pas si tu connais Duolingo. Oui, tout à Voilà, fait. c'est l'application pour l'apprentissage de ligne. Eux sont fortement impactés par l'IA au point qu'ils sont obligés d'exagérer la communication autour de l'IA juste parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Parce que forcément, tout le monde s'est posé la question, pourquoi je vais utiliser Duolingo si je peux demander à ChatGPT de me faire mes phrases du jour en langue. Donc, Oui, exactement. Eux, ils ont, en tout cas, il y a un risque existentiel qui est perçu par eux, et donc ils sont obligés, voilà, de communiquer beaucoup sur si, on met de l'IA, c'est important qu'on met de l'IA. Et d'ailleurs, ils ont essuyé un backlash justement de leur public pour dire non, mais l'IA, ok, mais là, il y en a un petit peu trop. On voit là sur ce tableau les convergences, les divergences et les insights. Et dans les convergences, donc l'adoption massive arrive en premier, mais on nous indique quand même que 95% des entreprises ne voient pas de valeur tangible à cette adoption. Ouais, ça reste le nerf de la guerre. C'est aussi dû à la façon dont les gens adoptent l'IA, qui est très orientée ce qu'on appelle du techno-push, hein, c'est-à-dire on pousse un outil, puis après on espère que les gens trouvent des usages. Et comme je disais, à la fin, ça finit par des gens qui l'utilisent pour rédiger des emails ou faire des synthèses de documents. Voilà. On voit quand même qu'il y a des sujets de type enjeux psychologiques, confiance, qui commencent à émerger malgré tout. Parce que c'est des vrais sujets qu'on a quand on commence à discuter de l'impact de l'IA et de l'adoption de l'IA dans les entreprises. La première question étant toujours... quand on est le collaborateur, la première question, c'est quel va être l'impact sur mon métier. Et quand on est le décideur, c'est plutôt qu'est-ce que je peux y gagner, mais aussi est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de réglementation, des enjeux de partage de données, qui sont aussi des vrais freins à l'adoption de l'IA, qui sont donc des sujets non techniques. Et donc en effet, on voit le paradoxe de l'adoption, c'est vraiment la conclusion qui ressort, c'est où est la valeur, comment est-ce qu'on qualifie la valeur. S'il faut adopter l'IA, faisons-le pour que ça serve à quelque chose. Bon, c'est tout l'objet aussi de nos interventions en entreprise, pour précisément que le soufflet parce que les gens, va y avoir une lassitude. On observe aussi ce mot, AI fatigue. Comme on dit en anglais, il y a une lassitude sur certains outils et l'idée, c'est pas du tout de décourager les gens d'utiliser l'IA. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment d'encourager sa bonne utilisation pour précisément générer cette valeur mesurable. Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter donc dans d'autres épisodes, hein, mais le nerf de la guerre, c'est que les métiers sont quand même très complexes. Quand on fait la cartographie des métiers, on se rend compte à quel point il y a vraiment
On peut pas isoler comme ça des tâches et dire on met de l'IA. Alors bien évidemment, on peut pas remplacer un métier tel quel. Ça, je peux pas prendre une personne, l'enlever et mettre de l'IA à sa place. Même dans des cas où on a l'impression que c'est possible, il y en a qui ont essayé, comme on dit, ils ont eu des problèmes. C'est vraiment très complexe parce qu'il y a des interdépendances, il y a des contextes, il y a des informations à voir. Mais malgré tout, on voit que ces enjeux de perception, que ce soit à la fois perception de comment est-ce qu'on adopte de la valeur créée et aussi de perception en termes de comment ça vient sur mon poste de travail et comment j'interagis avec, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue, hein, l'appropriation de l'IA. Je pense que c'est un constat qui est partagé quand même, qui est assez global. C'est vraiment de dire, c'est pas un problème technique l'IA, même si c'est pas de l'IA c'est pas de l'intelligence généralisée, ultra avancée ou je ne sais quoi. L'IA sait quand même faire des choses et elle n'est pas utilisée à sa pleine capacité. Et surtout, j'assisterai aussi pour dire que, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'enlever une personne et de la remplacer par de l'IA, ça n'a pas tellement de sens quand on va sur le terrain comme on le fait nous, où on s'aperçoit que pour piloter tous ces process qui vont être donc effectivement soutenus par l'IA, enrichis par l'IA, etc., mais pour piloter tous ces process, on a vraiment besoin des gens et de leur expertise. Je veux dire, ce sont les gens, les experts, l'IA est un outil. Et c'est ce qu'il faut surtout pas oublier. Ouais. Là, je dirais que c'est une grande tendance aujourd'hui, c'est quand on revient un peu de l'image de l'IA unique qui fait tout, et on redescend, même, et quand je dis on, je parle y compris des providers de solutions hein, comme OpenAI, Ouais. eux-mêmes comprennent que finalement il faut décomposer et avoir des IA sur des tâches avec une supervision humaine. Preuve en est que il y a peu, ils ont annoncé leur outil d'automatisation de workflow. Et c'est quoi un outil d'automatisation de workflow? C'est un outil où il y a quand même un être humain qui va définir à la main les étapes qu'il faut suivre pour le traitement de l'information. Et donc, quand on définit à la main, c'est qu'on ne fait pas confiance à l'IA pour suivre systématiquement les bonnes étapes juste en lui donnant les informations dans le prompt. Donc finalement, ce que je retiens moi des rapports officiels, c'est qu'on sort d'un cycle d'enchantement dans l'entreprise. On commence à se poser la question de la valeur de l'IA pour l'entreprise et pour le business. Et les freins qu'on observe maintenant sont plutôt liés à des problèmes d'acculturation et d'appropriation de l'innovation aussi. Et pour faire sauter ce verrou, pour lever ces freins, de notre côté, on fait des ateliers sur des cas concrets pour que les collaborateurs puissent prendre en main l'outil dans leur contexte réel et se l'approprier vraiment. C'est ça. Quand on a des demandes autour de l'IA, de comment est-ce qu'on aborde l'IA en entreprise, il y a beaucoup de timidité dans l'approche, parce qu'on voit que faire de l'innovation, c'est pas quelque chose de naturel, hein, donc dans les entreprises en France en tout cas. Et les gens veulent toujours d'abord commencer par une heure d'acculturation où on discute un peu en général de qu'est-ce que c'est l'IA. Et après, en termes d'approche, ça commence souvent par des demandes de formation très basiques où les gens veulent simplement avoir des exemples de prompts à mettre dans ChatGPT. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on observe hein, une multiplication des formateurs au prompt et qu'on a beaucoup de partage de posts sur le prompt. Et cette vision sur le prompt, ça fait très recette de cuisine. Et en fait, ça évite l'appropriation. Hein. C'est-à-dire que les gens restent sur une approche très je copie-colle des choses qu'on m'a apprises bêtement. Et à la fin, ça finit avec je rédige des mails et puis je génère des documents. Ce qui nous amène à l'autre verrou majeur qui est en fait l'intégration. C'est tout à fait ça. Finalement, nous, le vrai verrou qu'on a sur le terrain hein, quand on pousse des projets un peu plus avancés, c'est comment est-ce que l'IA s'intègre au quotidien à différents niveaux. Alors il y a bien évidemment l'intégration au SI qui se pose. On voit que c'est un vrai sujet, notamment parce que ces derniers mois, tous les providers d'IA ont développé un peu ce côté connecteur
Il y a une vraie démarche là-dessus sur comment est-ce que j'arrive à récupérer des données sans avoir à uploader à la main, sans avoir à faire du copier-coller. Le verrou du copier-coller, c'est le premier verrou, c'est ce qui casse en fait le flux naturel de travail avec l'IA. Et au-delà de cette intégration technique, il y a aussi vraiment cette intégration dont on parlait tout à l'heure, qui est comment est-ce que dans un workflow complexe, on enchaîne les tâches à base d'IA. Parce qu'il y a ces questions d'interdépendance. Et en fait, aujourd'hui, le cœur de notre travail, il est vraiment là-dessus. Il n'est pas tant sur qu'est-ce que l'IA peut faire que, OK, on a validé que l'IA peut faire ça et ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on intègre ça proprement dans le workflow de travail des collaborateurs. Et après, bien évidemment, ça pose aussi des questions sur la sécurité, la gouvernance, sur qu'est-ce qu'on peut partager comme données. Si on est sur des plans gratuits, on sait que les IA vont être entraînés sur les données qu'on partage. Sur les plans payants, il faut aussi faire attention à bien se opt-out, c'est-à-dire vraiment décocher. La plupart des IA le proposent, mais on est plutôt dans une logique de opt-out que opt-in, où il faut dire explicitement « je ne veux pas que mes données soient utilisées ». Ce qui n'est pas du tout conforme RGPD actuellement. Non, c'est pas conforme RGPD, non. Donc nous, on vous invite à aller découvrir d'autres aspects qu'on a étudiés dans ce document, dans ce rapport. On vous partage le lien en description, vous pouvez aller le consulter. C'est assez intéressant et on attendra vos retours avec également beaucoup d'intérêt. Donc là, on a partagé avec vous les verrous formels qu'on a pu identifier dans un contexte professionnel, que ce soit sur le terrain ou à travers les rapports corporate. Mais il existe des verrous informels à l'intégration et à l'adoption de l'IA qui sont tout aussi bloquants et on est allé les identifier en étudiant les discussions sur Internet. C'est tout l'intérêt de la démarche, c'était justement de se dire, il y a ce qui est déclaré explicitement par des parties prenantes qui ont intérêt, on va dire, à communiquer positivement sur l'IA. Il y a ce que nous, on constate sur le terrain, mais ça reste quand même très restreint, parce qu'on ne peut pas travailler avec beaucoup d'entreprises, on travaille avec quelques-unes, et on a notre propre démarche qui va introduire forcément des biais dans ce qu'on voit. Et donc, toute la question pour nous, c'était aussi de se dire, mais concrètement, c'est quoi dans les discussions sur Internet, éventuellement, les choses qui ressortent. Parce que comme je l'ai dit, moi je vais lire des sources autres, des sources où on a des vraies questions sur l'intégration et les usages de l'IA, et je vois bien en fait dans les discussions des sujets qui vont au-delà justement de ces aspects très formels, très identifiés. Et donc l'exercice, c'est justement de cartographier un petit peu ces choses-là. Alors, on ne va pas être sur du quantitatif parce que, d'un point de vue méthodologique, on n'est pas sûr de bien caractériser combien de personnes sont impactées par ceci ou cela. Mais au moins, d'un point de vue qualitatif, ça fait ressortir des choses très intéressantes et des vrais questionnements, en fait, au niveau des collaborateurs, mais du coup aussi au niveau des gens de façon générale, c'est-à-dire pas que dans le cadre d'une entreprise, mais aussi comment les gens se positionnent de façon générale face au discours de l'IA, face aux différentes annonces, face à ce qu'eux-mêmes voient sur leur poste de travail, ou même en étant simplement des consommateurs de contenu sur Internet. Et c'est des sujets passionnants qui mériteraient en fait chacun d'être creusés. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire à un moment. On va certainement faire des zooms sur des épisodes dédiés. Oui, parce que ces données-là qu'on collecte avec les déclarations des utilisateurs, elles sont vraiment faites dans un cadre libéré, comme on dit, où c'est pas encadré comme dans le cadre du contexte professionnel ou d'une étude sous forme de formulaire. Là, c'est vraiment des gens qui vont exprimer leur ressenti. Et la notion de ressenti est très importante pour aller capter un peu la réalité de l'utilisation de l'IA et la façon dont les gens l'aperçoivent. C'est ça. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas d'autocensure. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, alors bien évidemment, au centre des discussions, il y a tout ce qui est usage personnel. Et après, en face, on va avoir les limites et les échecs. C'est-à-dire que les gens discutent un peu de comment ils utilisent les outils au quotidien. Et on voit qu'il y a
une percolation de l'IA qui commence à être adoptée pour des petits usages et puis des usages aussi un peu différents. Ce qui ressort aussi, c'est tout ce qui est compagnon virtuel, accompagnement psy et aussi tâches quotidiennes. Donc, ça va de choses comme les recettes de cuisine à préparation de voyage. Ça commence à remplacer aussi un petit peu tout ce qui est moteur de recherche. Oui. Ce qu'on constate par exemple sur Twitter, maintenant X, c'est un peu ce réflexe des gens quand il y a une discussion qui n'est pas très claire, tout le monde va appeler Grok. Donc le Grok, c'est l'IA donc de Musk, qui est donc lié à Twitter. Et en fait, on peut l'interpeller dans une discussion et on voit que c'est vraiment devenu un réflexe. Il invite à la conversation, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Grok vérifie ça. Grok, est-ce que c'est vrai? Grok dit à cette personne avec qui je ne suis pas d'accord qu'il a tort. C'est dit un peu plus violemment et un peu moins gentiment. J'imagine, oui. Voilà, mais c'est un peu ce qu'on constate. Donc il y a des usages de l'IA qui vraiment se déclinent de différentes façons au quotidien. Bien évidemment, en face, on a tous les gens qui vont exprimer leur frustration vis-à-vis de ça. Hein. Donc souvent, par exemple, sur tout ce qui est compagnon virtuel et accompagnement psychologique et de façon générale, il y a ce côté ça marche, et puis d'un coup, ça fait quelque chose qui est complètement incohérent. Soit ça perd le contexte, soit ça sort une référence qui n'a rien à voir, une hallucination. Donc il y a un peu ce côté vallée de l'étrange, comme on l'avait à une époque avec les effets 3D, où quand on voyait la modélisation 3D des personnages, c'était suffisamment réaliste, mais pas trop au point qu'on avait donc cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc en bon anglais c'est uncanny valley, donc c'est un terme connu et consacré dans la modélisation 3D, et on a un peu le même effet avec l'IA quand c'est très très bien jusqu'à un point et puis soudainement ça fait une sortie de route. Oui. Mais ce qu'on a aussi et qui est très intéressant, c'est tout un bloc sur le management et le narratif autour de l'IA. Donc on a des exemples sur comment est-ce que il y a des demandes explicites il faut faire de l'IA, faites de l'IA, on va dire que c'est de l'IA, sur le fait que chacun va jouer à kiffer le plus d'IA, sur aussi le fait que des managers se sentent un peu pousser des ailes après avoir fait 2-3 démos réussies et se disent finalement je vais remplacer toute mon équipe, j'en ai pas besoin, c'est moi qui vais faire tout le travail. Après ici il y a un nœud qui est très intéressant qui est le work slop. Donc pour ceux qui ne savent pas, le slop, le AI slop, c'est un peu aujourd'hui l'équivalent du spam, mais par IA, c'est-à-dire vraiment le fait de générer en masse et d'inonder en masse Internet avec du contenu généré par IA, au point qu'il y a une théorie de l'Internet mort qui se profile, c'est-à-dire est-ce que Internet va pas mourir parce que l'immense majorité des contenus va juste être fait généré par des IA pour être lu par des IA. Oui, donc là, là, on arrive vraiment à un scénario intéressant, je trouve. Voilà. Effectivement. Et du coup, on a la même chose, on a l'équivalent, le pendant en environnement professionnel, c'est-à-dire les gens ont appris qu'ils pouvaient générer des super rapports avec IA, donc on se retrouve avec des rapports de 30, 40, 80 pages pour dire des choses très basiques, et finalement, les gens génèrent d'un côté avec de l'IA, et d'autre côté, pour comprendre ce qui est dit, on va aussi utiliser de l'IA pour synthétiser et pour faire le tri. Donc c'est une tendance un peu qui est en train d'émerger. Une espèce de fuite en avant aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Dans la continuité de ces observations autour du management, bien évidemment que les questionnements sur l'emploi, c'est des choses qui ressortent. Hein. Donc on voit des discussions notamment sur mon manager veut me remplacer par de l'IA, ou alors j'ai pas eu mon poste parce que je pense qu'on a voulu mettre de l'IA. Donc les gens se posent ces questions, alors que bon, c'est assez discutable de dire que l'impact. On sait qu'il y a un environnement économique aujourd'hui qui n'est pas très très rose. Par contre, dire que c'est entièrement dû à l'IA ou même en partie, pour nous, ça reste très discutable. Oui, comme on l'a dit dans l'épisode précédent de ce podcast et que on vous invite à écouter. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, on a voulu discuter un peu cette étude de Stanford qui voulait montrer, qui prétendait montrer
l'impact de l'IA sur le travail des jeunes, mais où il y a vraiment beaucoup d'autres explications avant d'arriver à l'IA. Et donc, on voit que c'est aussi une discussion qui ressort beaucoup sur tout ce qui est industrie culturelle, donc notamment tout ce qui est création graphique, et même chez les traducteurs aussi, il y a des vrais questionnements qui ressortent. Alors pour les traducteurs, c'est un cas qui se discute pour de vrai, pour la peine. Par contre, pour tout ce qui est création graphique et industrie culturelle en général, là aussi, je pense qu'on pourra en discuter parce qu'on a fait, nous, un travail d'études et de cartographie qui n'est pas encore fini, mais où c'est quand même un peu plus complexe que juste on remplace, voilà, encore une fois, des gens par de l'IA. Et finalement, ce qui ressort et qui est intéressant et qui reboucle avec les sujets précédents, enfin les sources précédentes, c'est ce côté ROI incertain. Sauf qu'ici, c'est vu du côté du collaborateur qui remet en question la démarche de son manager. C'est-à-dire que c'est dans les discussions en ligne, ce qu'on va avoir, c'est plutôt mon manager a poussé ceci ou la direction a poussé cela, mais moi je suis absolument pas convaincu, et justement on se retrouve aussi à faire le lien avec le work slump, c'est-à-dire on se retrouve à devoir gérer tous les effets secondaires de l'IA, et donc la productivité ça reste très très discutable. Voilà, donc c'est un peu le point de convergence, mais vu du côté du collaborateur et des travailleurs en fait. Je vais m'arrêter là pour la cartographie parce que si on veut, on peut vraiment creuser chaque point de façon très détaillée, et après on peut se retrouver à passer des heures à discuter tous ces sujets qui d'ailleurs sont passionnants. Effectivement, et je propose, alors parce que c'est justement passionnant, je vous invite à aller découvrir l'ensemble des signaux qu'on a détectés, qui sont au-delà de l'officiel, comme on dit, donc sur le rapport qu'on a émis et dont on va vous partager le lien dans cette vidéo. On va conclure l'épisode sur une ouverture, parce qu'on voit, là on s'est concentré vraiment sur le sujet les verrous et freins de l'IA, mais une cartographie plus globale permet vraiment de voir un certain nombre de sujets connexes qui sont extrêmement importants aussi et qui vont au-delà de ces questions assez immédiates sur l'IA au travail et l'IA au quotidien. Pour conclure, je dirais simplement que dans les différentes analyses, à un moment, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a de moins en moins cette croyance dans la singularité, la super-intelligence qui va venir nous remplacer, nous menacer. On est plus dans une optique où les gens sont assez méfiants justement de la direction des managers. Ils croient pas que l'IA va les remplacer, mais ils ont plutôt peur que les managers, eux, y croient. Voilà, c'est l'enjeu. Et on vous invite vivement à aller regarder de plus près les différents éléments de toutes ces ouvertures et perspectives sur le schéma que vous avez à l'écran. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien autour de cette vidéo. Et on vous invite aussi à continuer à nous suivre, et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de conversation autour de l'IA. Merci Amine, encore une fois. Merci Elodie. À bientôt. Et au prochain épisode. Au prochain épisode. Bye.